Bienvenue au laboratoire d'entomologie. J'ai été fasciné par les expéditions du commandant Cousteau. Et donc, je voulais avoir ma Calypso et mon petit bonnet rouge quand j'étais petit. Et du coup, je me suis lancé dans des études de bio. Et arrivé au DEA, il y avait un sujet qui me taquinait, qui était en Nouvelle-Calédonie. J'ai dit moi. Et on m'a dit oui, d'accord, mais c'est pas poisson, c'est insecte. Enfin, arthropode, voilà. Et j'ai dit banco. Et donc, du coup, j'ai fait un Master 2, on va dire ça comme ça, un Master 2 en entomo. Et du coup, après, j'ai enquillé sur une thèse en entomo. C'est comme ça qu'en fait, je me suis trouvé dans l'entomologie. J'ai toujours eu, depuis la petite enfance, un intérêt pour la nature, les animaux qui sont autour de nous. Petite, je pouvais regarder des insectes, aller au bord de la plage et regarder des coquillages, etc. etc. Voilà, ça a été toujours quelque chose qui était un centre d'intérêt pour moi, mais pour lequel je n'avais pas imaginé me transposer plus tard dans le futur comme pouvant être un travail. Plus qu'une vocation, c'était un intérêt naturaliste, une appétence naturaliste vraiment depuis très longtemps, depuis mon enfance, qui faisait que j'étais intéressé par les questions de conservation de la biodiversité, de développement durable, d'écologie politique. Ça s'est confirmé pendant ma formation à Sciences Po Lille. Et c'est à ce moment-là, donc on est en 2006-2007, j'ai 25 ans à peu près, que je suis assez marqué par le décalage que je commence à sentir entre, d'une part, la gravité de la crise écologique, qui m'apparaît plus importante que ce que j'avais pensé en tant que lycéen, et puis d'autre part, la faiblesse des réponses politiques, sociales, économiques à cette crise écologique. Et c'est à ce moment-là que commence à émerger l'idée que cette trajectoire est quand même problématique et que les réponses ne sont pas à la hauteur. Et je commence à me demander pourquoi elles ne sont pas à la hauteur. Moi, je me suis très très vite rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était la géologie, les roches, les cailloux. Dès le lycée, avant le lycée, même dès le collège, ça m'intéressait. Et en fait, ce qui me fascinait, c'était les volcans. Moi, je voulais faire volcanologue. Je voyais les reportages d'Haroun Tazieff ou des Kraft, et je trouvais ça incroyable d'aller au pied des volcans. Et ça me passionnait, donc ça m'est resté. Quand j'étais gamin, j'ai eu l'occasion de visiter la grotte de Nuo en Ariège avec mes parents. Je devais avoir peut-être 6 ou 7 ans. Et je crois que j'ai eu un coup de cœur aussi bien pour la grotte que pour l'archéologie en général. Donc j'ai été faire mon premier chantier de fouille, et puis ça m'a plu. Et du coup, j'ai continué par la suite comme ça mes études. Et j'ai eu la chance, de pouvoir prolonger et de faire de ce qui était un peu une passion, imaginer mon métier.
à l'origine, j'ai voulu être astronaute. C'était la base de tout mon intérêt scientifique. Et au fur et à mesure, avec mes études, j'ai commencé avec l'idée de faire génétique végétale parce que ça c'est très lié avec le spatial et le développement des habitations sur d'autres planètes. Et avec mon stage de M1, j'ai trouvé que j'ai détesté la génétique végétale. C'était pas du tout le sujet qui m'a intéressé le plus. Et j'ai penché plutôt vers génétique microbienne. Et là, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai passé plusieurs concours. J'ai passé des concours à Marseille, à Dijon, en Suisse. J'avais tenté le CNRS aussi. Mais voilà, c'est celui de Paris qui a marché. Donc j'en ai passé 4 ou 5 avant d'arriver à Paris. À cette époque-là, les gens qui partaient à la retraite étaient remplacés. Donc il y avait un poste, il y avait une personne qui partait à la retraite en entomo dans les 2 ans qui ont suivi ma thèse. Et en fait, je suis resté à l'affût. Voilà. Et donc, quand le poste a été réouvert au concours, je m'y suis présenté et je l'ai eu parce que j'étais le candidat local. Donc, bien préparé. Oui, j'en ai passé, peut-être pas tant que ça au final, j'en ai passé 3. Passé un concours à l'IRD, j'en avais déjà passé un au muséum où je n'ai pas été retenue. J'ai eu également un concours à l'université. Et donc, ça devait être le 4e concours auquel j'ai postulé ici au muséum, que j'ai eu. Quand on prend un emploi, il y a un fort besoin indiqué dans la fiche de poste, soit sur des collections, soit sur d'autres missions. Et donc, on doit s'y conformer et faire le travail pour lequel on a été recruté. Après, on a toujours une latitude dans la façon dont on répartit les tâches sur le long terme. Il y a des années, on va faire plus de recherche, moins d'enseignement, plus de collection, plus d'expertise. Moi, dans ma fiche de poste, j'étais en charge du patrimoine géologique, de l'expertise sur le patrimoine géologique au muséum. Et effectivement, aujourd'hui, ça prend une grande partie de mon temps de travail est consacré au patrimoine géologique. Et la fiche de poste, elle avait à la fois un cadre dense au niveau de la recherche qui collait pleinement à mon univers, puisque c'était autour des travaux et des recherches en art préhistorique, et qu'elle avait aussi un certain nombre d'objectifs qui étaient fixés pour l'enseignement, pour la gestion des collections et leur valorisation, mais qui n'étaient finalement pas trop contraignants. C'est-à-dire qu'elles étaient dans le cadre de mon domaine de recherche, mais elles donnaient aussi finalement à construire, elles permettaient de construire véritablement des projets et d'intégrer les projets dans lesquels j'étais déjà et de développer aussi de nouveaux projets qui allaient totalement finalement coller à la fois à mes objectifs et aux attendus de cette fiche de poste. La fiche de poste qui a été ouverte, c'était un profil entomo qui allait travailler sur la taxonomie systématique et évolution d'un groupe d'insectes. Même si ma thèse c'était une thèse d'écologie, j'étais sur les rails parce que j'avais déjà appréhendé le monde des insectes. J'ai pas dévié de ce profil depuis que je suis en poste, sauf ces dernières années où j'ai changé d'unité. Je retourne vers des thématiques plus écologiques que systématiques. C'est la seule différence. Mais je reste entomo, même si voilà, je fais des vertébrés aussi. Quand on est enseignant-chercheur au Muséum national d'histoire naturelle, il y a un statut un peu particulier par rapport à enseignant-chercheur dans les universités. C'est qu'on a 5 missions. On a l'enseignement, la recherche, donc comme beaucoup de nos collègues des universités, mais il y a 3 autres missions qui sont l'expertise. Le muséum dépend par exemple du ministère de l'écologie. Donc certains enseignants-chercheurs du muséum peuvent être amenés à faire des expertises pour des ministères, pour des institutions publiques. Il y a la diffusion des connaissances, puisque dans le muséum, il y a toute une partie musée avec des expositions, de la diffusion des connaissances sur la biodiversité. Et puis, la 5e mission, c'est l'entretien, l'enrichissement, la gestion des collections. L'intérêt de travailler au Muséum national d'histoire naturelle, c'est de pouvoir justement s'impliquer dans les différentes missions du muséum, qui sont assez variées. L'exemple de participer à la création d'une exposition, donc en l'occurrence l'exposition aux frontières de l'humain qui a eu lieu en 2020-2022 au Musée de l'Homme. Tous les enseignants-chercheurs ont à cœur de participer en général à la diffusion des connaissances dans la société, mais le muséum offre des espaces pour le faire particulier, et les expositions grand public en sont un. Alors la grande chance en fait d'être enseignant-chercheur au Muséum d'histoire naturelle, c'est qu'on a à la fois une plus grande diversité de missions peut-être que nos collègues à l'université,
et il faut bien le reconnaître aussi, une plus grande latitude de temps. Au muséum, la formation, elle débute à partir du master et elle se prolonge au niveau du doctorat. Et donc, en fait, il y a un volume d'enseignement qui est assez important pour les étudiants qui le suivent, mais qui pour nous reste finalement beaucoup plus modeste que ce qui est fait à l'université. Mon travail d'enseignant-chercheur au muséum, alors c'est des journées qui sont rarement les mêmes. Au niveau recherche, c'est monter des projets d'expédition marine, travailler sur les échantillons, une partie des échantillons qu'on collecte. Moi, je travaille que sur un petit groupe de crustacés, mais je pars sur le terrain pour collecter l'intégralité des crustacés qui sont possibles, pour pouvoir ensuite les intégrer dans la collection du muséum et les faire étudier par un réseau de taxonomistes. Donc c'est en permanence un travail de gestion de collection, de sollicitation, de rédaction. On va faire des explorations sur des navires océanographiques dans des zones profondes pour aller explorer la biodiversité benthique. Majoritairement, on ne va pas chercher des poissons, on va chercher des invertébrés marins, donc des mollusques, des crustacés, tous les autres taxons qu'on peut collecter. On a plusieurs engins, on a un chalut, et là, on peut le déployer sur des substrats, sur des fonds vaseux, sableux, voilà. Et après, dès qu'on va dans des zones où c'est très pentu, rocheux, on a un autre engin de prélèvement qui est une drague, hein, qui est métallique, qui est plus robuste, qui permet d'aller gratter justement les cailloux et d'aller récupérer les organismes qui sont fixés dessus ou qui vivent dans ces habitats-là. Je travaille avec 2 personnes qui sont des gestionnaires de collection, avec qui on échange régulièrement sur l'organisation de la collection. On s'entraide pour répondre aux demandes de prêts, de sollicitations, de visites. Personnellement, moi, je n'occupe pas de collection patrimoniale. J'occupe que des collections internes, les collections de recherche. Alors, par exemple, je suis le responsable du service de bactériologie et on a une collection interne de vers 1000 souches différentes des bactéries et des archées disponibles pour les chercheurs. Et je participe dans les différents comités d'expertise au niveau européen pour exobiologie. Exobiologie, c'est le terme qu'on utilise pour la science qui veut déterminer la potentiel pour la vie sur d'autres planètes que la Terre. Alors jusqu'à présent, on connaît la vie uniquement sur la Terre, mais l'idée c'est de trouver est-ce qu'il y avait la vie dans le passé sur d'autres planètes comme Mars, ou est-ce qu'il y a même la potentiel pour la vie actuellement sur d'autres planètes. Alors ça c'est plus rare, c'est probablement plus le cas qu'il y avait la vie dans le passé. On est moins sur le paillasse que les personnels techniques et les doctorants et les post-doctorants, les stagiaires qu'on encadre. Alors notre rôle, c'est plus la création du projet, de l'origine des projets, de suivre les projets, former les personnels sur le paillasse qui vont le faire, mais c'est plus administratif. Comment chercher les financements pour financer le projet, passer les commandes, pour tout faire tous les reports d'activités, faire les plans de gestion des données. Il y a énormément des activités administratives en plus de préparer les publications, etc. Alors pour nous, c'est toujours un plaisir quand on peut prendre une pipette dans nos mains et aller sur le paillasse. C'est un grand plaisir. Je suis responsable scientifique des collections hétéroptères, donc des collections qui sont liées à mon groupe de recherche. Une certaine cohérence quand même, heureusement, parce qu'on est censé connaître le groupe sur lequel on est responsable. C'est une charge de collection, voilà, une responsabilité de 20% de mon temps de travail. Enfin, c'est spécifique au muséum, ça c'est sûr. Les collections naturalistes, comme on appelle ça, c'est assez particulier, c'est nos cahiers de labo, dans le sens où c'est toutes les références qu'il y a accumulées depuis que la France ou les autres pays parcourent le monde, colonisent ou pas, font des expéditions, ramènent des bêtes. Donc ça date de Cuvier, de Valenciennes, donc c'est du 1800, c'est du 1700, il y a des bêtes qui sont vraiment très très vieilles, quoi. Donc c'est vraiment les collections de référence, hein. Il n'y a pas beaucoup de grosses collections comme ça au monde. Voilà. Je suis chercheuse en paléontologie, donc je m'intéresse à l'évolution des céphalopodes. Donc j'encadre des doctorants, des masters, des stagiaires. Je vais sur le terrain où je fais des observations, des manips liées à cette thématique de l'évolution des céphalopodes, qui sont des lointains parents des poulpes actuels. Et donc on travaille notamment sur les tissus mous, vu que ces animaux n'ont pas de squelette. Et les tissus mous peuvent parfois être fossilisés. Pour les observer et pour observer l'intérieur des organismes, l'intérieur des fossiles, on utilise des scanners
à rayons X, donc comme les scanners médicaux, mais avec des caractéristiques un peu différentes pour pouvoir pénétrer des densités importantes comme de la roche, comme ça. Et donc on utilise ces scanners pour voir l'intérieur de l'animal et voir si on peut observer des organes, des tissus, des contenus même alimentaires dans un estomac, etc. Par exemple, si on a retrouvé des contenus stomacaux et qu'on a des organes particuliers qui permettent de dire que l'animal chassait d'une manière ou d'une autre, on va pouvoir le mettre dans une position de chasse avec une proie particulière qui ne sera pas aléatoire, qu'on aura réfléchi parce qu'on l'a retrouvé dans le contenu stomacal. Ensuite, je m'occupe de questions de patrimoine géologique. Donc, au muséum, on est en charge de l'inventaire national du patrimoine géologique. Cet inventaire, il est assez exhaustif. En France, on recense tous les sites qui peuvent présenter un intérêt patrimonial géologique. Cet inventaire, il est fait par un certain nombre d'acteurs. Il y a plus de 600 personnes qui sont mobilisées sur cet inventaire dans toutes les régions de France, y compris les régions d'outre-mer. Et ce sont les régions qui organisent l'inventaire à l'échelle régionale et qui le font remonter au niveau national. Et le muséum est le responsable scientifique de cet inventaire. Donc on est là pour le valider et aussi le diffuser, permettre qu'il soit en ligne sur des sites internet et disponible pour tout le monde. Et moi j'ai en charge en fait les objets d'art préhistorique et également les relevés d'art rupestre. Et donc mon travail, ça vise à la fois à accompagner quelque part des demandes d'études. Ça peut être des projets des étudiants dans le cadre de leur master, des collègues qui viennent de l'extérieur pour des projets de recherche et qui vont avoir besoin soit de consulter, parfois des demandes pour numériser, faire des prélèvements. Donc on va accompagner ces demandes, les évaluer, donner les autorisations, fixer un cadre. Ça nécessite aussi de suivre quelque part les collections et d'éventuels projets de restauration. C'est ce qu'on a fait pour la Vénus de l'Espug en lien avec l'exposition Art et Préhistoire. Et puis, donc, quelque part, participer justement à leur valorisation. Et tout le projet en fait, de l'exposition Art et Préhistoire, ça a aussi contribué à ça, puisqu'à peu près il y a une trentaine d'objets issus de nos collections qui sont présentés dans le cadre de cette exposition. Je me suis aussi beaucoup investi dans les premières années dans ce qu'on appelle le tronc commun du parcours quaternaire et préhistoire, c'est-à-dire finalement le socle de connaissances qui doit être rendu accessible aux étudiants dans la première année de master. Et je participe toujours avec mes collègues, dans le cadre cette fois du tronc commun du muséum, à la formation et à l'encadrement pour les travaux de groupe. Donc ça c'est un projet qui est vraiment très sympa parce que ça amène les étudiants en fait, à travailler ensemble et à se retrouver entre les différents parcours. En fait, une chance assez formidable avec le muséum, justement, c'est qu'on est amené à découvrir et à participer quelque part à des projets qui vont permettre d'associer des champs extrêmement différents. Moi, j'étais plus familier de la préhistoire et au muséum, il y a énormément de recherches, notamment par exemple sur des travaux assez actualistes sur les comportements animaliers. Et donc, au travers de l'encadrement de certains mémoires de recherche ou le dépôt de programmes de recherche, j'ai pu commencer à travailler avec des collègues d'autres horizons, d'autres univers, des primatologues, des taxidermistes, des spécialistes justement du comportement animal, pour notamment les questionner l'apport que ces recherches peuvent avoir dans la compréhension, notamment de l'univers de la préhistoire et des représentations préhistoriques, puisque les animaux occupent la place principale. Moi, je suis enseignant-chercheur en sciences politiques. C'est une discipline qui est relativement peu présente au muséum, puisque le muséum en fait, a une palette de disciplines extrêmement variées qui se retrouvent autour de cet enjeu de l'histoire naturelle et aussi autour de l'enjeu d'être une institution un peu lanceur d'alerte sur les questions de biodiversité. Moi, je travaille depuis plusieurs années déjà sur la part de ce qu'on pourrait appeler la pensée de la catastrophe dans l'écologie politique. Donc c'est quelque chose que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, en travaillant sur des mouvements sociaux comme le mouvement de la décroissance en France ou le mouvement des transition towns au Royaume-Uni. L'ouvrage auquel j'ai consacré le plus de temps, c'est probablement Face à l'effondrement, qui est l'ouvrage tiré de ma thèse. Donc celui-là, il date de 2019. On retrouve la trace de la thèse dans le sous-titre « Militer à l'ombre des catastrophes ». C'est un ouvrage qui en fait, s'intéresse à la place de la catastrophe globale et qui essaye d'expliquer pourquoi cette perspective catastrophiste, cette perspective d'un désastre global
accompagne l'écologie politique depuis ses origines au tournant des années 1960-1970. Je m'occupe avec quelques collègues d'un projet qui s'appelle PAMIR, Patrimoine matériel, innovation, recherche et résilience. C'est un gros projet de recherche qui consiste à rassembler un réseau de gens spécialisés dans l'étude des matériaux patrimoniaux, des objets patrimoniaux. Ça va des objets archéologiques, des restes osseux, des poteries, en passant par des manuscrits anciens, des instruments de musique, des objets ethnographique, des archives contemporaines, aux fossiles. Là, on est en train de faire une exposition qui est actuellement exposée dans 5 gares en Île-de-France. Donc c'est un assez gros travail qui rassemble à peu près 80 photos qu'on a fait faire par une photographe qu'on a rencontrée et sélectionnée pour ce projet. On a un programme là en Guyane sur les vertébrés frugivores, qui sont disperseurs de graines. Des bêtes qui se baladent dans le sous-bois, mais qui se baladent aussi en canopée. Et évidemment, là, donc du coup, ça n'a rien à voir avec les punaises. Mais je me balade quand même en forêt. Et on va équiper des sites forestiers avec 2 caméras, de pièges photo. Ce sont des pièges voilà, qui photographient au moment où les bêtes passent devant, en diurne, en nocturne. On a mis ça dans le sous-bois, puis on a mis ça aussi dans la canopée, ce qui se fait pas souvent, parce que la canopée, il faut y accéder, n'est-ce pas? Et là, on fait des découvertes assez intéressantes. Donc voilà, je découvre le monde des vertébrés grâce à mes collaborations, ce qui est assez sympa. Et moi, récemment, j'ai monté un projet de campagne océanographique sur un endroit on a l'habitude de faire du tropical, mais qui n'est pas vraiment tropical, qui est un peu à la limite. Ça appartient au TAF, au territoire austral et antarctique français. Ce sont des îles qui s'appellent Saint-Paul et Amsterdam, qui sont des petits bouts de cailloux dans l'océan Indien, dans le sud de l'océan Indien. On part de La Réunion, il faut 1 semaine en bateau pour y aller. Mais notre projet a été accepté, donc on ne sait pas encore quand il aura lieu, 2025 ou 2026. Mais voilà, on est très content d'avoir ce projet qui est un petit peu extrême. Et la dernière campagne océanographique a eu lieu dans le début des années 80. Tout le monde se rend compte que scientifiquement, c'est un intérêt important. C'est une zone vraiment tampon entre l'Antarctique et le tropical de l'océan Indien. On fait notre travail d'aller explorer dans différents endroits partout dans le monde, qui sont choisis parce que souvent, c'est des zones qu'on estime être des hotspots de biodiversité. Actuellement, j'ai développé une recherche plus historique, relevant plutôt de l'histoire sociale des idées, en m'intéressant à la manière dont cette pensée du désastre écologique global, donc à l'échelle planétaire, s'est reformulée, s'est posée, s'est stabilisée dans une période assez importante de l'écologie politique, qui est grosso modo en France la présidence Pompidou, c'est 1969-1974. C'est quand l'écologie politique se met en place en tant que mouvement, mais sans encore sensiblement s'investir dans les enjeux électoraux. Donc c'est un moment vraiment de fort bouillonnement intellectuel dans les débuts de l'écologie politique. Et actuellement, je travaille sur cette période-là à travers le cas de la presse écologiste, les débuts de la presse écologiste pendant la période 69-74. C'est l'époque où sont créés les premiers journaux écologistes en France. Pour moi, le grand projet à venir, c'est effectivement une expérience qui va passer sur la Station spatiale internationale. Alors, on aura une expérience qui se va installer ici. Et ça, c'est la plateforme Bartolomeo. Et ça, c'est le module à Columbus. Ça, c'est le laboratoire de l'Agence spatiale européenne. Alors, moi, je suis collaboratrice de ce projet parce que c'est un grand projet international et des collaborateurs de différents pays. Et la chose qu'on va faire, c'est on essaie d'identifier comment des micro-organismes qui habitent dans un cristaux de sel peuvent tolérer les rayonnements solaires qu'on trouve dans l'espace, pour lesquels on est protégé sur la surface de notre planète. Alors, le volet justement interdisciplinaire, c'est un des éléments qui me motive aujourd'hui beaucoup, puisque ces programmes qu'on a commencé à lancer, j'ai envie de pouvoir les construire, notamment dans l'encadrement de sujets de thèse. Il y a plusieurs projets qui sont en cours, j'espère qu'ils vont pouvoir aboutir et pouvoir participer à cet encadrement. Et quelque part, ça débouche pour moi sur un objectif à moyen terme qui est de passer mon HDR, mon habilitation à diriger des recherches, pour pouvoir être pleinement le directeur aussi de ces programmes d'études. Aujourd'hui, je le fais grâce à des collègues qui ont cet HDR, dans le cadre de codirection, et j'ai beaucoup de chance de pouvoir le faire avec eux, mais j'ai envie de pouvoir le faire aussi, peut-être moi, plus directement. Et quelque part, cette ouverture, elle me donne envie d'approfondir, notamment sur ces relations finalement homme-animal
dans l'univers de la préhistoire, avec peut-être la volonté de construire des projets à l'échelle de collaboration nationale ou européenne. On travaille sur l'évolution, les relations entre les groupes, donc on a une vision évolutive dans tout ce qu'on fait. Mais notre savoir-faire, c'est vraiment la taxonomie et la systématique. On rentre toutes nos données de présence d'espèces dans les bases de données qui sont ouvertes à la communauté scientifique. Et derrière, des gens qui veulent faire de l'analyse écologique pourront le faire à partir de ces données-là. Souvent dans des zones où il y avait justement un manque de données et de connaissances sur la diversité marine. On essaie de développer d'autres projets qui sont liés un peu à une demande express sociétale sur la crise de la biodiversité. C'est tout ce qui est lié au site Sentinelle, les suivis de population, les suivis de milieux, pour voir comment tout ça va réagir avec les changements qu'on connaît aujourd'hui. De toute façon, il y a une demande sociétale là-dessus. On est obligé d'être sur le tarmac sur ce coup-là, parce que de par nos spécificités, on a un devoir de répondre à ces questions-là, en tout cas vis-à-vis de la société. Pour moi, la MNHN a un rôle très important dans la transition du concept de rigueur scientifique autour du grand public. Chaque fois qu'on est en contact avec le public, si c'est pour une conférence pour les adultes, si c'est pour la fête de la science pour les plus petits, on a un rôle très important de leur faire connaître quelle est la biodiversité de notre planète, pourquoi c'est important à protéger, les impacts de nos activités. Quand on fait ça avec du rigueur et leur expliquer quelle est l'importance d'avoir un aspect critique sur les données, un aspect critique sur les informations présentées vers le public est beaucoup mieux en mesure de prendre des décisions qui sont importantes en façon de politique pour voter et pour protéger l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est que le Muséum national d'histoire naturelle assume un rôle de lanceur d'alerte en fait, sur la question écologique depuis longtemps. C'est surtout dans les années 60-70, en tout cas pour les objets qui m'intéressent moi, et notamment l'émergence de l'écologie politique, qu'on voit des personnalités du Muséum national d'histoire naturelle s'investir en fait, dans ce rôle de lanceur d'alerte, que ce soit pour diffuser, préfacer l'ouvrage de Rachel Carson, Printemps silencieux en 1962. On peut penser au rôle de Théodore Monod, en lien avec les premiers mouvements écologistes au tournant des années 60-70. C'est une institution qui assume de dire que la trajectoire sur laquelle sont embarquées les sociétés industrielles aujourd'hui est quand même très hautement problématique, que ce soit du point de vue du climat, de la biodiversité, et que les réponses ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et ce qui est intéressant au muséum, c'est qu'on va essayer d'assumer ce rôle de lanceur d'alerte, mais en maintenant une certaine rigueur scientifique dans l'alerte. Mais j'y suis depuis 20, 25 ans, je sais plus. J'ai arrêté de compter.